Ok, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous avez vu la première, j'étais en plein soleil, il faisait très chaud, là je suis chez moi, il fait meilleur. Je vais revenir naturellement sur la suite. Donc si vous n'avez pas encore vu la première vidéo sur les neurosciences, juste en dessous de la vidéo, là vous avez la description, le lien, comme ça vous pourrez y aller directement. Vaut mieux regarder cette première vidéo, et puis si vous l'avez déjà vue, restez sur celle-ci parce que c'est important. Alors, mes petits chouchous, on a vu le côté sympa des neurotransmetteurs, en tout cas de la chimie qui organisait et structurait le bonheur. Vous vous rappelez de ça? Maintenant, j'aimerais aborder le revers de la médaille. Parce que, en fait, vous allez voir que dans tous nos modes de fonctionnement, qu'ils soient physiques, psychologiques ou neurologiques, il y a toujours la chose et son contraire. Comme je dis toujours, ici, si je contracte mon biceps, si je veux le relâcher, je vais avoir besoin de mon triceps. Mes abdominaux, ma sangle abdominale va compenser mes lombaires. Okay? Donc il y a toujours un muscle et son opposé pour revenir à l'équilibre. Dans nos pensées, c'est souvent pareil, presque toujours pareil. Et dans notre système neurologique, c'est pareil. Donc vous allez voir qu'il y a un côté très sympa à cette biologie du bonheur, mais il y a aussi un espèce de cercle vicieux du bonheur. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fonctionnement des hormones, par son système de récompense relativement ponctuel, en fait, c'est à l'opposé de la possibilité d'un bonheur qui peut être durable. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que les rêves d'une vie idéale sont tous impossibles à réaliser. D'accord? On a de grands rêves. Alors, c'est important de rêver. Et moi, je fais très attention aux marchands de bonheur, aux marchands de rêve, parce qu'il y en a qui vous disent, oui, il suffit de rêver, vous pouvez accomplir. Ben non, pas toujours. Okay? Et je vais même aller plus loin. Ce n'est pas toujours souhaitable de vivre ses rêves. Encore faut-il qu'ils soient connectés à notre personnalité, à nos valeurs, à notre mode de fonctionnement. Je vous rappelle juste que 90% des personnes qui gagnent au loto perdent tout dans les 5 années. Okay? Et 60% d'entre eux rentrent en dépression lourde. Si c'est ça la clé du bonheur, il vaut mieux peut-être pas jouer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, pour le bonheur et la biochimie du bonheur, c'est à peu près la même chose, parce qu'en fait, il va y avoir une espèce d'accoutumance. Okay? Et vous allez voir que la déception et l'accoutumance sont des systèmes utiles pour le cerveau si on parle de survie. Okay? Mais ils ne peuvent pas être désactivés. Ça veut dire quoi? Parce que c'est comme ça que ce cercle vicieux va se manifester dans notre vie. Par exemple, si on reprend la dopamine. Seule une expérience nouvelle est utile. C'est-à-dire que le pic se produit et disparaît tout aussi rapidement. Okay? Donc le pic de bonheur va arriver et va partir. Par exemple, manger une glace, c'est super bon. Les premières secondes. Mais vous allez voir que la sensation, elle va disparaître rapidement et le cerveau pense déjà à autre chose avant même d'avoir terminé. Okay? Et c'est pour ça que cette hormone, en fait, elle pousse ainsi soit à renouveler des expériences en cherchant des sensations toujours plus fortes, soit à en rechercher des nouvelles. Donc c'est important de faire attention à la dopamine. Okay? Pourquoi? Parce que le premier pic de dopamine, il n'est jamais atteint de nouveau si l'expérience est identique. Je répète, le premier pic de dopamine, quand on fait un truc nouveau et que c'est exaltant, le premier pic de dopamine n'est jamais atteint de nouveau si l'expérience est identique. Ça veut dire, mes chouchous, que le plaisir de la recherche plutôt que le but, okay, c'est ce qui compte le plus dans le mode de fonctionnement. Si on prend les jeunes qui sont addicts aux jeux vidéo, ce qu'on appelle des gamers, eh bien, les gamers, avec leur niveau de jeu vidéo, okay, à passer, ou alors les collectionneurs, par exemple, ils ont des sources de dopamine toujours renouvelées, okay, parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à trouver ou à rechercher. C'est pour ça que, curieusement, si on voit un jeu de guerre sur PlayStation comme Call of Duty, par exemple, vous allez avoir chaque année un nouveau Call of Duty, et à l'intérieur de celui-ci, vous allez pouvoir acheter des maps, vous allez pouvoir... Tout ça, c'est fait pour entretenir le pic dopaminique.
D'accord? Donc ça, c'est super important. Les voyages, ça également, ça engendre un fort pic de dopamine. Mais vous allez voir que le temps qui passe, avec la routine, les choses vont reprendre le dessous. Et là, il va y avoir un vrai problème parce que lorsque la dopamine faiblit, elle va laisser place à une espèce d'impression que c'était mieux avant. Ok? Ça, c'est pour la partie dopamine. Donc, c'est important d'aller rechercher de la dopamine, mais c'est aussi important de ne pas se laisser maîtriser et contrôler par elle. Parce que quand c'est le cas, vous avez en face de vous des personnes qui sont addictes à tout. Ça peut être addict à la nourriture, ça peut être addict au jeu, ça peut être addict au sexe, ça peut être addict à l'alcool. Okay. La dimension dopaminique va vraiment être déréglée à ce niveau-là. Okay. Pour l'endorphine, le cercle vicieux, lui, va se manifester par l'accoutumance physique. Ça veut dire qu'il faut aller toujours plus loin, il faut risquer de se faire encore plus mal pour retrouver cette dose, ce shoot d'endorphine, finalement. Moi, je me rappelle une année, parce qu'avec ma grande gueule, j'avais parlé, j'avais dit que je courais le marathon de New York parce que j'avais perdu un pari. Et donc, je me suis entraîné pour le marathon de New York et c'est avéré que cette année-là, j'étais parti en vacances en Sicile. Et un soir, j'étais dans ma période d'entraînement. Le marathon avait lieu en octobre-novembre, je crois, et on était au mois d'août. Il faisait très chaud et le soir, je suis parti faire un jogging et j'ai vu des joggers qui semblaient professionnels qui couraient ensemble. Et je me suis dit, tiens, ça peut être bien de m'acoquiner avec eux et de les suivre. Et à un moment donné, j'étais sûrement gonflé d'endorphine parce que je me suis senti euphorique. Je ne sentais plus la douleur. J'allais super bien. J'aurais pu continuer à courir des heures et des heures sans rien sentir. Et j'ai connu ce qu'on appelle l'euphorie du coureur. Okay, beaucoup de coureurs qui courent vont connaître cette dimension-là. Okay, mais le problème, c'est qu'après, quand c'est redescendu le lendemain, j'ai eu très très mal parce que je n'étais pas préparé à courir autant à ce moment-là. Et ensuite, je voulais retrouver ces dimensions-là. Je n'ai pas réussi parce que je ne m'entraînais pas assez ou pas suffisamment. Parce que mon but, ce n'était pas de devenir un marathonien, c'était juste de courir le marathon de New York et de le terminer. Mais comprenez que quand on l'a connu, après, en fait, on va vouloir le revivre. Et pour le revivre, il faut faire plus. Il faut faire plus fort. Et c'est là où on risque de se blesser ou d'avoir des problèmes. Pour l'ocytocine, le lien d'attachement, en fait, vous vous rappelez, l'ocytocine, c'est vraiment tout ce qui est lié à l'attachement, et ce lien, il peut devenir trop fort. Ça explique pourquoi, par exemple, des femmes qui sont battues, parfois restent avec leur conjoint. Ou pourquoi les membres d'un gang ou d'une mafia peuvent supporter les pires sévices et rester à l'intérieur. Le pic initial de sécurité, qui est donné lors de l'acceptation par un groupe, il est tellement fort. C'est-à-dire que mon envie d'appartenance, il est tellement fort que l'impression reste ancrée même quand l'individu se rend compte que sa confiance, elle est souvent trahie. On a vu ça, par exemple, aussi dans l'entretien de mouvements sectaires. C'est comme ça que ça fonctionnait. C'est ce qui fait maintenir les personnes dans un groupe. C'est souvent un dérèglement au niveau de l'ocytocine. D'accord ? À l'inverse, chez d'autres personnes, le pic initial, en fait, il va disparaître trop rapidement. Et ces personnes-là ont tendance à chercher sans arrêt d'autres groupes pour le retrouver. Et en fait, ils ne parviennent jamais à se fixer. Ils ne parviennent jamais à se poser. Okay ? Donc ce sont des personnes qui vont s'investir dans un petit groupe, ils vont le quitter. Mais, au passage, comme ils n'ont pas le sentiment d'appartenance, ils ne sont pas très heureux. Voilà, en tout cas, ça ne les sécurise pas dans la vie. Pour la sérotonine, mes chouchous, la recherche des honneurs peut devenir une quête permanente. Et comme le pic, ça ne dure pas non plus, quelle que soit la manière dont on est honoré, d'autres expériences sont nécessaires pour garder sa place au sommet. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que certains artistes, par exemple, sont prêts à faire n'importe quoi, n'importe quel délire, parfois se faire prendre en état d'ébriété ou faire des sextapes et se dire qu'on les a volés. Moi, j'ai connu, par exemple, une chanteuse française
qui appelait les paparazzis pour dire qu'elle avait les seins à l'air sur les plages de Corse, par exemple. Okay, juste pour qu'on parle d'elle. Okay, donc ça veut dire que souvent, ça va se traduire par certains petits détails comme vouloir la meilleure table au restaurant, vouloir le meilleur gadget, donner des ordres, être de plus en plus obéi par les autres et plus rapidement. Okay, ça peut aussi se manifester par le fait de chercher un travail toujours plus positif, dans lequel je vais sauver, je vais aider, je vais chercher à être apprécié par les autres sans arrêt. D'accord ? C'est-à-dire que je vais plutôt aller dans une dimension sociale, mais ce n'est pas tant par l'amour de l'autre que par les honneurs que ça me donne de le faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est quand même très différent. Ça veut dire que si on revient sur ces 4 points-là, chaque personne a ses propres frustrations qui vont être liées à cette impermanence de ces pics d'hormones. Et même si les comportements liés sont relativement faciles à voir chez les autres, ils se traduisent par des souffrances chez celui qui les ressent. Et comment je vais vous dire ça ? C'est souvent difficile à percevoir chez soi. Naturellement, hein, vous le savez, hein, c'est plus facile à voir les problèmes chez les autres que chez soi. C'est comme ça. Donc, il y a une solution pour briser ce cercle vicieux, parce que si je vous en parle, ça ne sert à rien. Alors, la solution, c'est quoi ? Ne rien faire. Vous avez très bien entendu. Ne rien faire. Okay ? Si vous ne faites rien, en fait, par rapport à ces différentes dimensions-là, le cerveau apprendra qu'on peut survivre à la menace sans forcément faire comme d'habitude ou faire quelque chose. Ça veut dire que arrêtez de voir des indices concordants ou de rechercher des évidences de risque pour les désactiver. Ok, je traduis. Apprendre à gérer l'impression d'urgence. Ok ? Parce que ce que vous devez savoir, c'est que le cerveau, il va se câbler lui-même. Ok ? Par exemple, l'enfant, pendant sa période d'enfance et l'adolescence, okay, sont des périodes très importantes pour la formation du cerveau et justement de ces fameux circuits de menaces et de récompenses qui vont rester ancrés, écoutez-moi bien, toute la vie. D'accord ? Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir les tempérer, mais c'est là que ça s'installe. Et vous allez voir que plus un individu utilise ces mêmes circuits, okay, par le biais des mêmes expériences, et plus les réseaux de neurones qui sont impliqués vont se densifier et vont s'améliorer dans leur mode de fonctionnement et de communication. De telle façon que si un enfant peut encore relativement facilement changer ses habitudes, il va devenir de plus en plus compliqué pour un adulte de le faire. Okay ? Ça veut dire que des efforts importants et répétés vont être nécessaires pour changer un comportement qui est ancré dans les périodes de l'enfance et de l'adolescence. Comme quand on essaie de se frayer un passage dans une jungle. Okay ? Il y a une densité neuronale qui a été faite, et de créer une nouvelle habitude, pas si simple. Vous l'avez vu, en tant qu'adulte, on a tous essayé de changer une nature ou des modes de fonctionnement. C'est très compliqué. Okay ? Donc, le respect de soi, c'est d'abord de comprendre ça. Mais entendez bien que ce n'est pas impossible. Okay ? Et résister à une mauvaise habitude va devenir plus facile au fur et à mesure qu'une nouvelle habitude va prendre sa place. Okay ? Comme je vous le disais dans la première vidéo, parfois on se dit qu'il y a, pour changer une habitude, il faut 21 jours. Alors, plus ou moins 2 jours. C'est une grosse connerie, c'est une légende urbaine. Il n'y a aucun garant scientifique qui explique ça. En revanche, il faut 45 jours pour commencer à y arriver. Et comprenez bien que si pendant ces 45 jours, vous ratez un seul jour, il faut recommencer depuis le début. Vous comprendrez une chose, à travers ce que je suis en train de dire, c'est que tout est une question de répétition dans le cerveau. Tout. Et le cerveau, il est plus malléable que ce qu'on pourrait imaginer, à condition de passer outre ces stratagèmes pour ne pas changer. Ça veut dire quoi ? Quand un circuit est créé, toutes les tentatives pour modifier son mode de fonctionnement habituel va être perçue comme difficile, va être perçue comme déraisonnable. Et au bout du compte,
on pourrait dire, mais c'est inutile de le faire puisque je n'y arriverai pas. Plus les circuits sont anciens et plus ils ont été utilisés, et plus, quand vous allez faire des tentatives, vous allez recevoir des messages d'échec de votre inconscient à travers l'ego qui vous dit « Mais non, tu vois bien, c'est pas facile, tu peux pas y arriver. » Ok ? Et du coup, la dimension émotionnelle devient fondamentale pour créer de façon quasi immédiate des nouveaux circuits. En clair, le cerveau se câble en fonction des réponses émotives liées aux nouvelles expériences. Et ça n'a rien à voir avec la logique de volonté. Okay, d'accord ? Il n'y a qu'un seul revers de la médaille, c'est qu'il choisit lui-même quel circuit il crée, ce qui n'est pas toujours envisageable. C'est la raison pour laquelle on se doit d'être plus conscient dans nos vies de ce que l'on veut créer. Okay ? Nous avons également une autre possibilité pour modifier ou pour créer du nouveau dans notre cerveau. La répétition. Okay ? Cette répétition qui va développer de nouvelles structures et de façon progressive. C'est plus long, c'est vrai, mais c'est incroyablement efficace, mais ça doit s'inscrire sur la durée. Par contre, ça a l'avantage de pouvoir être consciemment choisi, pourvu qu'on s'y tienne. Okay ? Ça veut dire qu'il faut juste accepter la souffrance ou l'ennui des choses qui ne sont pas agréables de façon immédiate et s'attacher à les faire coûte que coûte. Okay ? Au bout d'un moment, les nouveaux circuits deviendront assez forts pour combattre les anciens. Okay ? Et le cerveau, il va créer par lui-même de nouvelles récompenses de bonheur par le biais des hormones. Ça veut dire quoi ? Je vous donne un exemple. Imaginons que ça fait des années que vous n'avez pas fait de sport. Et vous voulez vous remettre à une dynamique sportive. Allez-y, vous inscrivez dans un club et vous faites 1 heure de sport. Vous êtes tellement exalté par ce retour au sport que vous avez donné le meilleur de vous-même. Sauf que mes chouchous, ça fait des années que vous n'avez pas bossé. Donc là, il y a tout le corps qui va crier « ça fait mal, c'est dur ». Et comme c'est de la douleur, le cerveau va dire « ouh là là, attention, on est en situation de survie, il ne faut surtout pas y aller ». D'accord ? 2 possibilités. Bien vous écouter votre cerveau à ce moment-là, qui lui n'est là que pour vous défendre et s'assurer que vous ne viviez pas d'expérience négative, ou bien vous vous imposez, quoi qu'il arrive, que douleur ou pas, vous irez jusqu'au bout. Maintenant, moi je vous recommande plutôt de faire les choses différemment, c'est d'implanter par la répétition une nouvelle habitude de faire, dans un premier temps, 10 minutes de sport par jour. Okay ? Et vous augmentez tous les mois de 10%. À la fin de l'année, vous ferez largement plus d'une demi-heure de sport intensif, mais l'autre avantage, c'est que les choses auront été progressives, acceptées par le corps, acceptées comme une routine. La seule chose, c'est qu'il faut le faire par jour, tous les jours. Voilà, c'est aussi simple que ça. Okay ? Donc là, on va comprendre que de nouvelles habitudes, pour chaque hormone du bonheur, si on veut avoir cette dynamique-là, tout sera une question d'entraînement. Quand une habitude, elle est consciemment créée, en établir de nouvelles va paraître beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Alors maintenant, je vais expliquer comment créer en 45 jours des nouvelles habitudes ciblées pour chaque hormone. Okay, comme ça, vous aurez une vraie réponse. Par exemple, pour la dopamine, prenez l'habitude dans votre vie de célébrer chaque petit succès journalier. Vous avez bien entendu, chaque petit succès journalier. Moi, je me rappelle, avec mes enfants, quand ils étaient petits, tous les jours, on disait « Quelles ont été vos réussites aujourd'hui ? Quels ont été vos succès ?» Okay ? Et ça, c'était pour ancrer le fait d'avoir une conscience que chaque chose, la moindre petite chose peut être source d'un apport dopaminique. Okay ? Comprenez aussi une chose, c'est que les succès importants, ils sont rares et ils ne durent pas. Alors que les petits sont très fréquents, hyper facilement accessibles à tous. Et il ne faut pas être... comment je vais dire ? Il ne faut pas en vouloir trop. C'est-à-dire que le cerveau, il s'en fout, il fabriquera de la dopamine, que ce soit une petite ou une grande. D'accord ? Donc, ne vous laissez pas abattre par
la petitesse du succès. Parfois, ils ont dit, bah, quand même, j'ai passé 2 coups de fil que je devais passer, c'est quand même pas un succès. Si, ça l'est. Tu aurais très bien pu ne pas les passer. Okay. Ce qui compte, en fait, c'est de prendre l'habitude d'allumer une petite étincelle de satisfaction. Pendant 45 jours et 10 minutes par jour, tentez d'agir ou de réfléchir en direction d'un objectif qui est important pour vous. Okay. Vous pouvez le diviser, si c'est nécessaire, en plein de petites tâches que vous pouvez facilement réaliser. Okay. Puis au fil du temps, vous allez ajuster la difficulté. Si une chose elle est trop facile, elle va devenir source d'ennui. Si elle est trop difficile, elle va vous décourager. Okay. La dopamine servira d'allié si vous êtes à la bonne difficulté. D'accord? Donc, il faut que ça soit en dehors de votre zone de confort, mais que ce ne soit pas dans une zone d'inconfort tellement grande que, quoi qu'il arrive, ça va vous décourager. C'est OK, mes chouchous? Pour l'endorphine, je vais vous demander de prendre une habitude. Prenez l'habitude de rire et trouvez chaque jour des sujets drôles ou des situations qui sont susceptibles de provoquer le rire. Et sachez qu'il faut rire, pas simplement sourire. OK? À l'inverse, autorisez-vous pendant 45 jours à pleurer si vous en ressentez le besoin. Alors, il ne faut pas chercher volontairement à pleurer, d'accord? Seulement, se permettre de baisser la garde, ce qui permet de se libérer des tensions musculaires. Okay? Quand on pleure, sachez qu'on libère beaucoup de toxines, et ces toxines qui sont dégagées vont libérer les fibres musculaires. Autre chose aussi importante, quand vous pleurez, sachez que les larmes de joie et que les larmes de tristesse ou autres ne sont pas les mêmes. Ça veut dire quoi? Elles n'ont pas la même composition, parce que les larmes servent aussi à désengorger tout le système neuronal à travers les glandes lacrymales. Donc on libère les toxiques qui sont également dans le cerveau. D'accord? Donc, chaque jour, ok, je ris, et s'il y a des situations dans lesquelles je dois pleurer, je pleure. Laissez-moi vous dire une chose. Je pratique les arts martiaux depuis l'âge de 12 ans. J'aime la difficulté. Je me considère comme un homme. Ça m'arrive de pleurer devant des très bons films. Et vous savez quoi? Et dans ces cas-là, je laisse passer. Quand une scène, elle m'émeut, je ne la retiens pas parce que je suis un mec. Non, ça, c'est ce qu'on m'a appris à faire quand j'étais jeune. Et ça ne m'a apporté que des choses mauvaises dans ma vie. En revanche, de m'autoriser à être dans ma sensibilité, dans ma vulnérabilité, ça me permet aussi de libérer les choses et de libérer des tensions. Une autre méthode, c'est de faire des exercices physiques différents que ceux que vous faites habituellement. Okay? Ça veut dire que si vous avez toujours l'habitude de faire le même sport avec les mêmes routines, comprenez que les muscles moins sollicités, si vous changez, ces muscles qui ne sont pas sollicités seront contraints de faire des efforts et du coup, ça va enclencher l'endorphine. Okay? Sans avoir l'inconvénient d'aller encore plus loin dans les exercices habituels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez vivre l'endorphine au niveau physique et sportif, faites les choses différemment. Par exemple, si vous faites de la musculation, changez régulièrement vos prises. 2 raisons à ça. La première, c'est que vos muscles s'habituent. Donc si au début, il peut y avoir une réponse musculaire, après, la réponse sera beaucoup moins importante, voire quasi inexistante, parce qu'elle se sera habituée. Donc, en travaillant les poids différemment, en faisant des exercices différents, vous allez solliciter les muscles que vous ne sollicitez pas habituellement. Et donc, du coup, en fait, vous allez avoir un apport d'endorphine supplémentaire. Okay? Parce que sinon, si vous faites toujours la même chose, pour que vous ayez une libération d'endorphine, il va falloir faire plus fort. Mais il y a une seule chose que ça va générer, ça, c'est la blessure. D'accord? Et donc, juste un petit détail, faites des exercices d'extension ou des exercices doux comme le tai chi et le qigong. Ça aussi, c'est très efficace. Tout ce qui est exercice de relaxation, le pilate, pour l'endorphine. Okay? Très, très, très efficace. Ajoutez du fun à vos exercices. Ça aussi, ça va permettre de stabiliser la motivation et de vous donner envie d'y retourner. Pour l'ocytocine, je vais vous demander de prendre une nouvelle habitude. Okay? C'est d'être attentif chaque fois que vous donnez votre confiance à quelqu'un. Okay. Donnez confiance aux personnes, parfois même aux personnes difficiles, d'accord? En commençant par des signes sympathiques. Je vous donne, qui ne vous mettent pas en danger. Par exemple, un contact visuel le premier jour. Ensuite, vous allez parler de météo le second jour.
et puis vous allez faire de plus confiance. Okay, faire confiance n'implique pas nécessairement de ne pas vérifier que la personne a mérité votre confiance. Okay, une confiance aveugle, c'est stupide et ce n'est pas du tout nécessaire au début. Respecter ses engagements et la parole donnée, ça c'est primordial parce que être quelqu'un de confiant, okay, d'avoir le sentiment que les autres peuvent me faire confiance, ça crée chez moi de l'ocytocine et ça crée chez l'autre de l'ocytocine. Donc, autant que faire se peut, chaque fois que vous faites confiance à quelqu'un, chaque fois que vous faites confiance, vous créez de l'ocytocine. D'accord ? Vous fabriquez de l'ocytocine. Autre chose très intéressante, se faire faire des massages, même court, des petits massages, ça booste l'ocytocine. Okay ? Le simple fait d'être palpé, d'être touché, ça permet d'être... alors, naturellement, tous les moments de tendresse, de sexualité, avec une personne qu'on aime, l'ocytocine est à son max. Vous savez quoi ? Ce soir, comme homework, éclatez-vous. Pour la sérotonine, 4e hormone du plaisir et du bonheur, prenez l'habitude d'exprimer votre fierté par rapport à ce que vous avez accompli dans la journée. Okay ? Qu'est-ce qui vous a rendu fier aujourd'hui ? Encore mieux, parlez-en à quelqu'un, même si l'appréciation va vous sembler faible ou que même il ne vous fait pas le retour comme quoi c'était bien. D'accord ? Ne vous focalisez pas sur une position sociale que vous ne possédez pas ou que vous pensez devoir mériter. Chose importante, le cerveau n'en sera jamais satisfait et sachez que ces positions sociales, les situations, elles changent en permanence. Donc c'est vraiment pas le truc le plus important. Au contraire, quand on est dans une position basse, okay, vous savez, en analyse transactionnelle, on dit il est OK plus ou OK moins. C'est OK d'être OK moins. Okay ? Prenez plaisir à voir quelqu'un d'autre s'occuper de tout. Avoir la charge des responsabilités. En position dominant, profitez du respect et du pouvoir de choix que ça vous donne. D'accord ? Plutôt que de vous concentrer uniquement sur la pression que ça représente. Moi, je vois les personnes qui en donnent des responsabilités, ils vous parlent en permanence de la pression qu'ils ont sur les épaules, ils voient que le côté négatif. Mais regarde, ça te donne une position sociale, ça te donne un pouvoir, ça te donne une facilité à réaliser les choses, ça te donne des opportunités de développement. Okay ? Et de la même façon, plutôt que vous concentrer sur les défauts des autres pour vous sentir supérieur, appréciez votre influence indirecte sur eux. Percevez comment, parfois sans rien dire, les autres vous respectent ou vous admirent. Moi, notamment pour cette dimension-là, je vais également vous demander de faire un truc qui est très important. Pendant 45 jours, okay, forcez-vous à perdre le contrôle. Okay. Faites l'opposé des rituels de contrôle que vous avez le plus établis. Par exemple, laissez tout en désordre si vous êtes maniaque du rangement. Cuisinez sans recette si vous êtes un maniaque de la précision. Ne regardez pas votre montre si vous êtes un maniaque de l'heure. Une technique qui permet d'être détendu dans n'importe quelle situation, c'est celle-là, mes chouchous. Et vous allez voir que si vous faites ça, si vous mettez en place ces différents items, je peux vous garantir que non seulement vous allez installer une nouvelle biochimie, mais elle va s'installer sur la durée. Et ces petits exercices que je vous ai donnés, et qui sont très simples, peuvent transformer une vie parce que vous allez avoir l'impression que ce que vous vivez, c'est un état de bonheur. Et quand on a cette impression-là, en fait, toutes les choses vont devenir beaucoup plus simples. Et surtout, les autres neurotransmetteurs, je vous rappelle qu'on a 70 neurotransmetteurs dans le corps, mais les autres neurotransmetteurs vont se mettre au diapason, vont mieux fonctionner, vont mieux vous aider, et du coup, vous pourrez passer à un niveau supérieur dans votre vie plus facilement. Les choses vont venir plus facilement, la volonté viendra plus facilement, l'engagement viendra plus facilement, le plaisir viendra plus facilement, et du coup, quand vous rencontrerez des difficultés, vous serez tellement armé au niveau biochimique que ces difficultés, elles n'auront quasiment plus d'impact sur vous. Ça vaut le coup de s'entraîner, non ? Bon, mes chouchous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-la, mettez un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Dans les commentaires, partagez ne serait-ce que vos victoires de la journée, par exemple. Okay ? Si vous avez fait l'exercice, par exemple, au niveau de ces différentes hormones du plaisir et du bonheur, et que vous avez fait quelque chose qui vous plaît, qui a fonctionné, go mes chouchous, on y va. Partagez cette vidéo, vous savez, autour de nous, il y a plein de gens qui pourraient avoir envie de changer leur vie,
de se sentir mieux, de comprendre comment fonctionne le cerveau et surtout, une fois qu'on a cette compréhension, quels sont les petits exercices faciles à mettre en œuvre qu'on peut faire pour reprendre le système en main. En tout cas, je pense que ces 2 premières vidéos peuvent vous permettre de changer pas mal de choses dans votre vie. Partagez, échangez, je vous aime. Je vous promets une prochaine vidéo très sympathique et puis peut-être une autre après, peut-être plein d'autres, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai plaisir à vous les donner. Moi, ça me nourrit de tous ces hormones. En tout cas, je suis bien. Ouais, voilà, je suis bien.